Jouer chez soi, c'est très bien, mais quand on est en déplacement, on est bien content de pouvoir compter sur ses consoles portables préférées. Je vous en ai déjà parlé dans l'épisode 3, et cette fois-ci, on va continuer avec les consoles portables suivantes. Une époque formidable où Nintendo a remplacé sa Game Boy, et où un nouveau concurrent débarque sur le marché. On commence avec la Nintendo DS. Bien sûr, c'est une petite révolution sur le marché. Je me souviens que combiner autant de nouveautés par rapport au Game Boy, c'était étonnant à l'époque. Le double écran, l'écran tactile, le micro, la connexion sans fil. C'était impactant et ça faisait que dans les pubs, on nous vendait du jeu vidéo d'une toute nouvelle façon. Entre Nintendogs, WarioWare Touched, Dr Kawashima ou Cooking Mama, on percevait l'image générale très différemment de l'ère GBA. Et puis, après, avec la DSi, il y avait même l'appareil photo. Techniquement, ça avait l'air puissant aussi. Dès le début de vie, on a eu plein de jeux 3D avec Mario 64 DS, le portage de Rayman 2, Metroid Prime Hunters. C'est des jeux qu'on n'imaginait pas du tout voir sortir sur les consoles portables précédentes. Et moi, c'est arrivé à une époque de ma vie où je devenais de plus en plus fan de la 3D grâce à la GameCube, et je voulais voir ces grands jeux ambitieux et immersifs, même sur portable, pas juste sur la télé du salon. Et sur la GBA, on avait des trucs bien, mais les mondes étaient assez plats dans le rendu. Sur DS, on gagnait en verticalité, rien qu'avec les tracés tortueux de Mario Kart DS ou le relief des niveaux de Mario 64. Le souci, c'est que les jeux 3D sans joystick, c'est pas ce qu'il y a de plus jouable. Il y avait des options pour utiliser l'écran tactile, pour les mouvements analogiques, mais j'ai jamais trouvé ça agréable. Bon, sauf pour des FPS genre Metroid Prime Hunters. Tu te déplaces avec la croix et tu vises avec le stylet, comme si c'était une souris. Et c'est ultra précis, ça marche trop bien. Mais pour les déplacements, les jeux de plateforme, elle aurait gagné à avoir un mini stick comme la PSP. Parce qu'elle était franchement capable d'afficher de la 3D très propre. Genre Okamiden, c'est magnifique. Bon, bien sûr, la résolution de l'écran fait que ça paraît pixelisé sur un grand écran, mais dans la main, c'est un rendu même au-dessus d'une PS1, tout en gardant ces gros carrés très visibles sur les textures. Même la 2D a gagné en précision. Il y a encore beaucoup de jeux typés 16 bits, mais en termes de perf, on se rapproche bien plus d'une 32 bits. Les sprites des Pokémon sont très beaux par exemple, même si Pokémon Diamant m'avait déçu en son temps. C'était un stade où c'est plus que je recherchais les petits trucs 2D minimalistes. Mais à cette génération, j'ai remplacé mon amour pour Pokémon par Dragon Quest Monster Joker. C'était de la 3D précaire, mais je m'en foutais, il y avait une caméra qui suivait ton perso, que tu pouvais faire tourner librement, c'est ça que je voulais voir sur DS. Et sur DS, ils aiment bien faire des jolies cinématiques qui s'affichaient en prolongement sur les deux écrans. Donc si t'oublies qu'ils sont coupés par un bout de plastique, c'était comme avoir un énorme écran vertical. Et je me souviens que ça foutait une petite claque à une ère où on avait encore toujours l'habitude d'avoir des petits écrans sur une console portable. Mes jeux marquants, c'est les premiers Professeur Layton, Ace Attorney, le Mario Kart DS, puis WarioWare Touched et Zelda Phantom Hourglass, c'est peut-être les meilleures vitrines des capacités de la DS. Et bien sûr, la quantité astronomique de RPG qu'on a eu dessus. Les Dragon Quest, Suikoden, Disgaea, Chrono Trigger et j'en passe. Au final, Nintendo et le reste des devs s'est rendu compte que les grosses expériences full 3D, elles avaient leur place sur console de salon et pas sur un petit hardware pas hyper confortable. Donc plus les années passaient, moins on a eu de jeux 3D. Et finalement, on a eu beaucoup de trucs minimalistes en 2D qui auraient presque pu tourner sur GBA. Ça me décevait à l'époque parce que c'était pas ce que je recherchais. Mais aujourd'hui, je comprends. Si tu veux vraiment exploiter les capacités originales de la DS et le format court des parties nomades, fallait pas faire du AAA. Fallait miser sur ce qu'elle faisait de différent d'une PSP. Et c'est pour ça que malheureusement, il y a énormément de jeux qui usent et abusent de l'écran tactile. Quand aujourd'hui c'est plus une technologie bluffante, le tactile avec stylet, je trouve que c'est un peu fatigant à la longue et moins amusant qu'une simple jouabilité à bouton. Et pourtant, il y a des séries comme Zelda qui ont réussi à réadapter le gameplay pour être 100% jouable au tactile, et c'est une prouesse d'ingéniosité. Je vais un peu rejoindre ce que je vous disais dans le chapitre précédent sur la Wii. Quand dans une rétrospective tu redécouvres plein de consoles d'un coup,
Celles de Nintendo à cette époque, elles se démarquent vraiment. Je trouve leur gimmick fatigant à la longue, parce que le top ça reste un joystick et des boutons. Mais aujourd'hui cette mode elle est derrière nous. À l'époque on n'en voyait pas le bout et c'est ça qui faisait peur. Maintenant on sait que c'est fini. Et donc je trouve que c'est plus facile d'apprécier à leur juste valeur ce qu'elles avaient à proposer de différent. Encore une fois, quand t'enchaînes les consoles, celles de Nintendo, elles brisent la monotonie de Microsoft et Sony. Mais quand même, en 2004, Sony a fait fort, avec la PSP. Première claque, c'est la taille de l'écran. Aujourd'hui, c'est peut-être pas percutant parce que n'importe quel smartphone est plus grand, mais à l'époque, l'écran énorme de la PSP, c'était quelque chose. C'était un argument de vente, en plus de sa puissance qui se rapprochait de celle d'une PS2. Et c'est aussi pour ça qu'ils la vendaient comme un périphérique portable pour lire des films, parce que c'était très lisible. Avant qu'on ait YouTube partout sur nos téléphones, je me souviens que je téléchargeais des films ou des vidéos au format PSP, je les mettais sur ma memory stick, et c'était trop pratique. Peu d'appareils permettaient ça, et certainement pas la DS, du moins pas nativement. Ils vendaient même des films dans des boutiques au format physique avec les UMD. Parce que oui, grosse différence, c'est qu'on avait une console portable qui lisait des mini-CD. Ça aussi c'était percutant, ça faisait grave futuriste par rapport aux cartouches de Nintendo, et ça permettait de stocker bien plus de données. Donc les jeux étaient plus gros, plus beaux, plus ambitieux, c'était la promesse de jeux 128 bits de salon, mais pour la première fois sur portable. Et ça marchait, t'avais les jeux multi-supports, Tomb Raider, Outrun, FIFA, Star Wars Battlefront, Need for Speed, mais aussi pas mal d'exclus PSP, avec des nouveaux épisodes de Ratchet & Clank, God of War, Gran Turismo, Metal Gear Solid, Crisis Core FF7, et GTA aussi surtout. C'était impressionnant, un grand open world comme ça sur portable. Ça a cartonné en Occident. Au Japon, c'est les Monster Hunter qui cartonnaient sur PSP. Donc quand t'es habitué à la première DS, ce boost en définition de l'écran et en qualité de modélisation, il est impressionnant. T'as l'impression de voir de la HD sur portable. Mais dans les faits, quand tu retournes sur PS2 après, tu vois bien que la PSP est plus faible. Il y a moins de polygones à l'écran, les jeux sont souvent moins fluides, il y a des petites lignes horizontales de désynchronisation sur certains jeux, les zones sont moins grandes, les jeux sont moins longs, l'absence du deuxième stick se fait sentir, et avec nos yeux d'aujourd'hui, on comprend bien qu'on est sur des jeux à l'ambition d'une console portable. Mais à l'époque, encore une fois, l'illusion était bien faite quand tu matais qu'un trailer avec des extraits de gameplay bien choisis. Malgré tout, il y a des jeux que je retiens, comme MotorStorm Arctic Edge, Daxter ou God of War, qui tournaient très bien sur PSP. Ça rivalisait totalement avec une expérience de console de salon. Après, comme Nintendo, Sony, ils en profitaient pour sortir des jeux 2D plus minimalistes, qu'ils n'auraient pas forcément sortis sur une console de salon. Mais qui là, ont bien collé à l'ADN de leur console portable. J'ai du mal à imaginer la PSP sans des jeux comme Loco Roco, Patapon ou Lumines. Même si pour moi, à l'époque, la PSP, c'était surtout une PlayStation portable. Dans le sens PlayStation 1 portable. Entre tous les portages et la gamme PS1 classique sur le store, c'est là que j'ai découvert Final Fantasy VII, Valkyrie Profile, Crash Bandicoot, et ça tournait trop bien. Encore aujourd'hui, l'émulation, elle me bluffe. On passe à la 3DS. En termes de design, pas de surprise pour les possesseurs de la DS Lite. Mais à l'intérieur, on a sacrément gagné en puissance. Maintenant, on s'aligne avec ce que faisait une PSP à peu près. Et comme sur PSP, un Circle Pad vient s'ajouter pour apporter des déplacements analogiques aux jeux qui en ont besoin. Surtout ceux où on se déplace librement dans un environnement 3D. Et c'est vraiment à partir de là que Nintendo a commencé à abandonner les jeux 100% 2D en pixel art sur portable, qui étaient encore très présents sur la première DS, on l'a vu. Mais non, là, c'est la vraie démocratisation de la 3D sur portable Nintendo. Même sur des jeux qui en ont pas besoin, genre Professeur Layton ou Phoenix Wright, les persos c'était plus des sprites, mais des full modèles 3D. Et en parlant de 3D, la nouvelle feature la plus mise en avant, c'était pas le gyroscope, non, c'était la 3D relief sans lunettes. Faut se dire que le film Avatar avait relancé la mode de la 3D au cinéma. Ensuite, on a commencé à avoir des télé 3D avec lunettes, mais ça a jamais trop pris parce que, vas-y, c'est chiant d'avoir des lunettes, il fallait vraiment se prendre la tête pour trouver des contenus compatibles. Ils étaient pas nombreux. Moi, j'avais jamais entendu parler de la 3D sans lunettes, c'était un choc. Et là, en théorie, sur 3DS,
tous les jeux allaient être conçus avec du relief intégré. Donc ça allait peut-être enfin démocratiser cette technologie au grand public. Ben pas trop. Beaucoup de gens la coupaient parce que ça t'obligeait à te placer pile poil devant ton écran dans un angle précis, et dès que tu te décalais, tu perdais le relief et t'avais l'image qui se dédoublait. C'était vraiment pas une console confortable pour moi. Mais je me forçais, parce que sans le relief, avec cet écran basse résolution, j'avais juste l'impression de jouer à la PSP avec 6 ans de retard. Et parfois, c'était même pas à la hauteur. Le Ridge Racer de lancement de la PSP était bien plus beau et fluide que le Ridge Racer de lancement de la 3DS. Mais bon, c'était le début de vie. Par la suite, des titres comme Resident Evil Revelations prouveront que la 3DS est quand même bien plus performante qu'une PSP. Et on aura des jeux plus riches et ambitieux dessus. Quoi qu'il en soit, malgré la résolution des écrans 3DS, dès que t'actives la 3D, tu vois moins les pixels. Et la profondeur apporte quelque chose d'immersif, très différent des précédentes consoles de cette rétrospective. Le line-up 3DS était ultra maigre. Le gros jeu exclusif de lancement de Nintendo, c'était Pilotwings Resort. Sans être un grand jeu, c'était une vraie vitrine de la console. Entre le Circle Pad qui permet de manœuvrer ses véhicules avec une précision et des nuances essentielles qui auraient été impossibles sur une croix, et bien sûr la 3D relief. Elle est poussée à fond ici. Ça va te faire louche et je te préviens. Heureusement, tu peux ajuster la puissance de la 3D, mais c'est intéressant de voir que même Nintendo a fait des effets de profondeur plus légers les années suivantes, jusqu'à totalement abandonner la 3D après la sortie de la New 2DS XL. La Pilotwings, sans 3D, comme je disais, on dirait juste un jeu PSP un peu bof. Mais une fois la 3D activée, ça donne des sensations de passer sous les arches, longer les montagnes, raser le sol. La profondeur est encore très immersive aujourd'hui. Mais à part ça, je trouve pas que la 3DS ait apporté beaucoup aux jeux vidéo. Elle reste super cool, mais la console en elle-même n'a pas été une révolution comme la Game Boy ou la première Nintendo DS en son temps. C'est mieux qu'une PSP à mes yeux, mais on est resté sur des petits jeux 128 bits en portable. Pour les années 2010, à côté des écrans de smartphone en HD, elle était rétro avant l'heure. Un truc original par contre, c'était le Street Pass. En gardant ta console en mode veille dans ton sac quand t'étais en déplacement, si tu passais à côté d'autres possesseurs de 3DS, tu déverrouillais des bonus dans des jeux. C'était assez fun, surtout quand tu prenais le métro aux heures de pointe. C'était une feature qui incitait encore plus à tirer parti du fait que la console était portable en l'emmenant partout avec soi. Mais aujourd'hui c'est mort, tes chances de croiser quelqu'un avec une 3DS dans sa poche sont quasi nulles. Donc c'est juste une Nintendo DS bien plus puissante. Heureusement, la fièvre du tout tactile est restée sur la première DS, et ça faisait plaisir après toutes ces années d'enfin pouvoir jouer à un nouveau Zelda portable uniquement avec le stick et des boutons. Et globalement, le deuxième écran est beaucoup moins utilisé que sur la DS avec ses cinématiques sur 2 écrans. Vu que sur 3DS, celui du bas est pas en 3D, on a vu il y a moins de jeux qui utilisent le tactile. Résultat, ça fait un peu syndrome Wii U. T'as souvent juste des mini raccourcis d'inventaire ou la map. Parfois c'est pratique, dans d'autres cas ça fait une petite perte d'ergonomie de se taper un écran supplémentaire pas utile. Mais c'était nécessaire pour la rétrocompatibilité. En termes de prise en main et de résolution des écrans, j'ai longtemps eu du mal avec cette console, jusqu'à récemment, où j'ai découvert d'autres modèles qui m'apportaient plus de confort. Et j'ai accepté l'idée que c'était une petite console rétro, donc que j'allais pas avoir des écrans HD. Et depuis, c'est devenu une de mes portables préférés. C'est une bonne leçon pour moi dans cette rétrospective. Souvent les rétro gamers disent « Ah, t'aurais dû connaître telle console à son âge d'or, elle était marquante ». Ben, dans le cas de la 3DS, pour moi, c'est le contraire. À froid, c'était plus sympa. Mes jeux préférés, c'est surtout des portages. Des jeux déjà dispo ailleurs, comme Xenoblade, Majora's Mask, WarioWare Gold ou Dragon Quest VIII. Mais malgré tout, on a quand même eu des bêtes de jeux exclusifs, comme Mario Kart 7 et Kid Icarus Uprising qui ont une splendide 3D relief, Mario 3D Land, où la 3D est même exploitée dans le gameplay, et surtout Zelda A Link Between Worlds, qui nous montre une fois de plus que définitivement Nintendo, même en s'inspirant du passé, ils sont toujours à l'avant-garde du game design moderne. Dommage que leur console de l'époque était pas toujours très ergonomique pour un adulte.
Alors que la PS Vita, je la trouve tellement plus facile à tenir. Pas de double écran pliable, tes mains sont plus espacées, les boutons sont sur les côtés. C'est le prolongement logique du design de la PSP. En un peu plus grand, enfin surtout dans le sens de la hauteur. Je trouve qu'elle se tient mieux en main, avec en prime un plastique doux plus agréable au toucher, 2 vrais joysticks cette fois mieux placés, un gyroscope, des caméras, un écran tactile multitouch, un pavé tactile arrière, et surtout un écran OLED énorme pour l'époque, avec une super résolution qui s'alignait sur la qualité grandissante des écrans de smartphone. C'était tellement propre que ça rendait direct la 3DS un peu obsolète. Parce que la Vita en termes de perf c'était solide aussi. On nous vendait des graphismes HD type PS3 sur une console portable. Et voir des trailers de jeux comme Wipeout ou Uncharted au lancement, ça foutait une claque. Mais dans les faits, c'est pas vraiment de la PS3. C'est plutôt entre de la PS2 et de la PS3, avec une belle résolution pour une portable, mais niveau détail des polygones et fluidité des animations, on n'égalait pas les consoles HD. Et le 30 fps, c'était pas une habitude non plus, le 60 encore moins. N'empêche que quand t'as beaucoup joué à la PSP et la 3DS avant, les graphismes Vita, ils font leur petit effet. Alors peut-être moins que la PSP en son temps, parce que elle avait le côté révolutionnaire d'avoir enfin démocratisé les jeux full 3D sur portable, tandis que sur Vita, c'était déjà acquis ça. Donc il restait plus que l'évolution graphique de choses qui existaient déjà avant. Néanmoins, ça reste appréciable d'avoir plus de polygones sur les modèles 3D, bien moins d'aliasing et avec une meilleure résolution d'écran. Tout semblait tellement fin et propre. Par exemple, si tu compares Wipeout sur Vita et Wipeout sur PSP, qui était déjà un très beau jeu, tu vois bien que sur Vita, il y a beaucoup, mais alors beaucoup plus d'éléments à l'écran. Dans le décor, sur la piste, sur les textures, ça frôle le réel. Il y a des effets visuels que tu voyais pas avant, comme le vaisseau qui dégage une telle chaleur que ça déforme la lumière. Et quand après tu retournes sur PSP, le sol a 2 couleurs max, quasiment pas de reflets ou de brillance sur les textures, et tout fait très sommaire. Un peu comme quand tu te déplaces trop vite dans un jeu et qui a eu le temps de charger que la première couche low polygone des visuels. T'attends que les couches supplémentaires qui ajoutent de la substance arrivent, mais non, ça reste comme ça. Donc ouais, la Vita, c'est une sacrée amélioration. Du moins pour les studios qui ont fait l'effort d'exploiter sa puissance. Gravity Rush par exemple, il rend trop bien. La ville plutôt ouverte, avec plein d'habitants qui se baladent, la possibilité de changer le sens de la gravité, c'était ambitieux et on n'imaginerait jamais un jeu pareil sortir sur une console portable d'avant, comme la PSP. Même dans les petits détails c'est beau, comme les animations du corps, ou la chevelure de l'héroïne qui bouge naturellement au gré du vent ou de la gravité. Comment ne pas citer Assassin's Creed 3 Libération aussi, qui malgré ses ralentissements, est visuellement super ambitieux, et laissait déjà présager qu'un paquet de gros jeux full 3D AAA de type PS3 finirait par sortir sur Vita. La promesse de la Vita, c'était du jeu qualité salon, sur portable, mais sans compromis. Parce que sur PSP aussi, ils nous ont fait le coup, mais on a vu que c'était compliqué avec un stick en moins. Là sur Vita, t'as bien 2 sticks. Mais il manque des gâchettes. Donc ça passe par l'écran tactile ou le pavé tactile arrière. Et ça, c'est ce que j'aime le moins avec cette console. Les jeux qui t'obligent à appuyer derrière. Alors que contrairement à des boutons, ça donne aucun feedback sur tes doigts. Le plus souvent, t'appuies sur le pavé par erreur en plus, tout simplement parce que tu tiens ta console à pleine main. Contrairement aux idées reçues, il y avait bien des sorties de jeux sur cette console. Mais moi qui étais un joueur Nintendo et qui joue au PlayStation surtout pour les RPG, ben la ludothèque Vita, elle me donnait pas beaucoup envie au début de vie. Surtout vu le prix. Les quelques RPG de niche que je voulais, ils étaient même pas traduits en français, à une époque où j'étais moins à l'aise avec mon niveau d'anglais. Donc j'ai fini par l'acheter d'occasion très tard. Et en raison des faibles ventes de cette console, qui a pas trouvé son public, ben on a rapidement perdu tous les studios qui auraient pu continuer de travailler sur des titres gros budget. Et finalement la Vita est devenue, avec le forcing de Sony, une machine à jouer à des jeux indépendants. Quasiment tous les jeux indés PS4 étaient cross-buy PS Vita. C'était pratique, et malgré son échec,
ça lui assure une quantité de jeux bien plus grande qu'on ne le pense. Moi j'ai beaucoup aimé Pick the Cat, Undertale ou Paper Please. Mais il y en a eu tellement d'autres. À terme, on a eu aussi la masse de jeux japonais moyen budget, typés visual novel ou RPG. Et aussi plein de portages et compilations HD PS2, genre Persona 4, Ratchet & Clank, God of War, Metal Gear Solid, Final Fantasy X. C'est dommage qu'elle ait pas réussi à recevoir plus de soutien de Sony en termes d'exclus first party. Parce que quand je vois les prouesses graphiques qu'à terme on a eu sur la PSP, avec des jeux comme God of War, Motorstorm, Daxter, je me dis que la Vita, si elle avait vécu plus longtemps, elle aurait pu faire tourner des dingueries. Alors qu'en vrai, j'ai l'impression que les plus beaux jeux de la console, c'est encore les jeux de lancement, comme Uncharted et Wipeout. La PS Vita, c'est devenu une machine assez underground, mais il y a vraiment de quoi s'amuser dessus. À l'époque, elle était tellement en avance sur son temps qu'en conséquence, je trouve pas qu'elle ait beaucoup vieilli pour un joueur d'aujourd'hui. Et si t'écoutes Sony, ils vont te dire que c'est à cause des téléphones que la Vita s'est pas vendue. Parce que bien sûr, cette époque a été chamboulée par la démocratisation des smartphones et des jeux mobiles. Au tout début, au lancement de l'iPhone, c'était surtout des micro-jeux à 1€, genre Tap Tap, Doodle Jump, Angry Bird, des concepts tout simples, tout de suite fun, et je comprends l'attrait. Moi à l'époque, je commençais à trouver les jeux salon un peu trop denses en surcouche de gameplay, donc découvrir le rétro gaming me permettait de revenir à des gameplays à la prise en main plus instantanée. Le jeu mobile, ça permettait ça aussi. Et c'est grâce à cette extrême accessibilité que même des vieux se sont mis à jouer. En rallumant mon ancien téléphone, j'ai retesté mes jeux de l'époque. C'est fou ce qu'il y avait comme runner. Vu qu'en tactile, fallait pas faire des gameplays compliqués, il te foutait un perso qui court tout seul et toi, t'avais juste à le faire sauter. Tous les héros de jeux vidéo y sont passés. Il y a eu plusieurs ères du jeu mobile. À un moment, les jeux sont devenus gratuits mais avec des pubs. Puis c'est devenu des jeux gratuits mais qui ont pas mal gagné en ambition, avec un aspect social, du multijoueur, beaucoup de contenu débloquable contre du temps ou de l'argent via des microtransactions ou des systèmes d'abonnement. C'est le début des jeux services, qui dépendent d'une connexion en ligne. Ils sont surchargés de menus, de sous-menus, de pop-up qui te balancent à la gueule dès le premier lancement que t'as gagné des gemmes, des cristaux ou de l'or, alors qu'on t'a même pas encore présenté en quoi consistait le jeu. C'est pas la tendance que je préfère. Et le pire, c'est quand des studios ont l'idée d'intégrer ces pratiques dans les jeux consoles. Au milieu de tout ça, il reste des jeux premium sur mobile, c'est-à-dire des jeux achetables sans microtransactions, comme sur console, genre Monument Valley ou Lara Croft Go. Et du point de vue joueur, c'est super cool, ça permet d'avoir des interfaces plus épurées, des jeux dont la philosophie tourne autour de leur gameplay plus que de leur monétisation. Vu que l'enjeu n'est pas le même, il n'y a pas besoin d'intégrer des mécanismes d'addiction pour te pousser à revenir tous les jours. Mais c'est pas la norme. Ce qui marche le mieux, c'est les gachas ou les jeux compétitifs, genre Clash Royale, Genshin Impact, Pokémon Go ou League of Legends. Un autre problème que j'ai avec les jeux mobiles, c'est qu'à part la N-Gage, c'est que du démat, contrairement aux chouettes cartouches qu'on a sur la Nintendo DS et la 3DS. C'est quasiment le même format, si ce n'est qu'il y a un petit peu plus de plastique qui dépasse d'une cartouche 3DS pour être sûr que tu puisses pas l'insérer dans une première Nintendo DS. Les boîtes, c'est à peu de choses près la même chose. Sur la Nintendo DS, il y avait encore les notices, alors que sur 3DS, elle commençait à être remplacée par des dépliants qui avaient beaucoup moins de pages. Sur PSP aussi, on avait des notices, et on n'avait pas de cartouches, on avait des UMD, comme je vous en ai parlé plus tôt. Alors que sur Vita, Sony adopte enfin, pour la première fois, le support cartouche. Dans des boîtes qui sont toutes petites, mais que je trouve trop mignonnes. Par contre, quand tu les ouvres, c'est un peu vide, il n'y a quasiment jamais de papier. Terminons ce chapitre sur l'âge d'or des consoles portables. Pour moi, la DS a apporté beaucoup au marché. Mais depuis, ça n'a fait que baisser sur les consoles suivantes, avec pas forcément des propositions ultra intéressantes après ça. C'est ce qui a fait que je les ai délaissés dans les années 2010. Aujourd'hui, Sony a abandonné le marché portable, Nintendo fait de l'hybride, le grand public joue sur mobile,
Donc c'était les dernières consoles 100% portables, si on compte pas la Switch et la Switch Lite. Ça c'est encore autre chose. Après 2010, c'est la période où en grandissant, j'ai délaissé le marché portable pour me concentrer plus sur les jeux de consoles de salon, que je trouvais plus intéressants, plus ambitieux, plus immersifs, plus amusants, et avec une vraie manette ergonomique, tout simplement plus confortable. Ça c'était avant. En me repenchant sur ces machines portables aujourd'hui, j'y ai quand même trouvé des superbes idées quand elles essayaient pas juste de singer les consoles de salon. Les titres qui sont conçus pour des petites sessions, avec des concepts innovants, sont encore très attrayants parce qu'ils peuvent avoir un côté arcade tout de suite amusant et moins prise de tête que certains gros AAA trop engageants. D'ailleurs, dans le prochain chapitre, on va parler de consoles de salon pas très rétro. Là, avec cette rétrospective, on se rapproche dangereusement du jeu vidéo moderne, et ça rimera avec la fin de cette épopée rétro. Mais on n'y est pas encore. Rendez-vous dans la prochaine vidéo.